Bona tarda, buenas tardes y welcome. Acabem de veure l'obra de vídeo Pocas personas lo saben, de l'artista portuguès Jan Capilé, creada el 2024, que planteja que la relació íntima entre la llum del sol i les fulles dels arbres també és fotogràfica. El color verd es produeix perquè l'espectre verd de la llum es reflecteix de tornada, ja que no s'aprofita en el procés de fotosíntesi i de les plantes. I es pregunta, quines històries explica aquesta llum? És una de les 5 obres que conformen la selecció de la 6a edició de Matèria Bosc, que celebra la força poètica dels arbres. Aquest any celebrem la 13a edició del RCR Programa Obert, que convoca la Fundació RCR Bunca i que compta des de l'any 2019 amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a coorganitzador. Aquesta conferència té el suport especial de Cercle Gescromat. Compartir és el tema de l'edició d'enguany i s'entén com una forma de viure i de relacionar-se, que permet aprofitar les fortaleses, el coneixement i les experiències de cada integrant de l'equip, el compromís, la confiança i la satisfacció personal i grupal. Genera projectes, productes o serveis de més qualitat, competitivitat i rellevància social. Avui tenim amb nosaltres Anna Catón i Jean-Philippe Vassal, que ens parlaran de l'espai lliure, en el sentit de crear amb el que ja existeix. D'aquesta manera, donen l'oportunitat de fer més amb menys, perquè transformar l'existent és generós, econòmic i ecològic. Comparteixen pràctica des que es van graduar a l'Escola d'Arquitectura de Bordeus el 1980 i han desenvolupat una part important d'ella en l'àmbit de l'urbanisme, destacant els seus anys a Níger des dels finals dels seus estudis fins al 1985. Aquests inicis marquen la seva mirada que després han transmès a estudiants d'arreu impartint classes com professors convidats a diverses universitats europees i dels Estats Units. Han estat reconeguts amb nombrosos guardons, entre ells el Pritzker d'Arquitectura 2021. Convidem el periodista cultural i autor del llibre Paraula de Pritzker, Jacques Hermós, a compartir les seves reflexions per emmarcar la conferència d'avui. Moltes gràcies. Bona tarda. Això no va bé. Bé, bona tarda. Soc aquí per presentar Anna Catón i Jean-Philippe Vassal, cosa que és perfectament innecessària perquè la seva obra és molt interessant i probablement ja tots vostès la coneixen. Quins arquitectes ens interessen més ara? Jo crec que els que encaren l'arquitectura com una manera de fer front a dues de les principals emergències que hi ha al món, l'emergència climàtica i l'emergència habitacional. Per això diríem que no cal presentar a un despatx, com per exemple H Arquitectes, que excel·leix en aquesta línia ja fa anys, o que no cal presentar les obres fetes per diferents arquitectes per encàrrec de l'Institut Balear de la Vivenda durant el darrer quinquenni, o, amb més motiu, que no cal presentar la Catón i Vassal, perquè ells s'han distingit molt en aquest terreny i, a més, porten uns 40 anys de trajectòria des que van obrir el seu estudi el 87 i, per tant, són pioners absoluts amb aquesta aproximació a l'arquitectura.
No cal presentar l'hecatombe Bassal, però sí que pot ser útil recordar el que a mi em semblen alguns elements determinants de la seva trajectòria, concretament de 5 elements que jo he extret d'algunes de les converses que he tingut amb ells, junts o per separat. El primer element està relacionat amb els orígens familiars. Jean-Philippe era fill d'un enginyer meteoròleg i la seva mare feia peces de roba. Això li donava certa familiaritat amb la qüestió climàtica i també amb els vestits, que bé podem considerar com la primera habitació que ocupa el cos humà. L'àvia d'Anne era pagesa i això li donava una consciència molt propera a la natura i tot el que comporta. Anne estava educada en una cultura en la que no es llançava res i tot es podia reaprofitar. Podríem dir que aquests trets familiars ja encaminaven Jean-Philippe i Anne cap a l'arquitectura que han fet posteriorment. El segon element determinant en la trajectòria de l'Hecatombe Bassal l'hem de buscar a l'Àfrica. En acabar els seus estudis d'arquitectura a Bordeus, Jean-Philippe se'n va anar 5 anys al Níger. No volia fer el servei militar i l'estat francès li va oferir una alternativa, una estada de 5 anys fent servei civil al Níger. Anne el va acompanyar intermitentment. A l'Àfrica tots dos van adquirir una formació complementària de l'acadèmica, en un lloc de gran precarietat, on la pobresa era extrema, el clima era extrem, els contrastos eren també extrems. Una feina seva a l'Àfrica podia ser, per exemple, fer planejament urbà rudimentari en un context de desertificació. Hi havia nòmades que vivien als afores dels nuclis de població i calia fer viables aquests assentaments, per exemple, donant-los pous o altres serveis, organitzant-hi mínimament la vida col·lectiva. No hi havia massa teoria per a aquella feina, ni recursos tampoc, però es podien fer coses amb empenta i pragmatisme, com ho feia, sense anar més lluny, la gent d'allà, amb molta senzillesa, amb intel·ligència natural, amb una actitud productiva i creativa, on res era gratuït perquè cada gest responia a l'instint de supervivència. On es treia partit a la manca de recursos, on no es malgastava res, on l'arquitectura esdevenia una manera d'obtenir el màxim rendiment amb molts pocs recursos. Això, diuen l'Hecatombe Bassal, acosta l'arquitectura a la poesia, que amb un mínim de paraules té un màxim de significat. També van reafirmar a l'Àfrica la idea de reciclatge, perquè van veure que el que a Europa es llançava, a l'Àfrica servia per a altres usos. Això volia dir que els vells materials es podien readaptar per noves funcions. I tot això és el que van continuar fent quan van tornar a Europa, tot i que, òbviament, d'una altra manera. Arribem així a un tercer element determinant i a una pregunta que em sembla crucial. En tornar a Europa, com traslladar-hi tot el que havien après a l'Àfrica? Aquest tercer element és el de la translació del coneixement i l'espai adquirits a l'Àfrica cap a l'Europa. La manera de fer aquesta translació ja es podia apreciar a la casa La Tapie, construïda entre el 91 i el 93 amb materials atípics, més propis d'un hivernacle que d'una vivenda convencional. Àfrica havia donat a aquests dos arquitectes llibertat i facilitat per deixar enrere les convencions, també les arquitectòniques. De manera que fer una casa a prop de Bordeus amb materials d'hivernacle, per què no? Sobretot tenint en compte que s'hi guanyava espai, s'hi aprofitaven bé els recursos climàtics naturals i, a més, sortia més barata. L'Hecatombe Bassal havien après que la tria de materials no tenia per què ser prioritària, que no es triaven per se, sinó perquè eren econòmics, sòlids i capaços d'interactuar amb el clima. El quart element determinant està relacionat amb el fet de traslladar a França, en un context construït
preexistent, de traslladar-se a França. Per tant, ja no es tractava sempre de construir fent tàbula rasa, sinó sovint de transformar el que ja estava construït. Aquest seria el quart concepte, la transformació. La vivenda de Cap Ferret, feta entre el 93 i el 96, n'és un bon exemple, perquè dona resposta a la següent pregunta. Com construir en un bonic entorn natural, en una parcel·la on hi ha 50 arbres sense tallar-ne ni un? El repte de la Catón i Basal era sempre millorar allò que trobaven on anaven a construir, però reformant i reaprofitant, evitant, sempre que es pogués, enderrocar. Arribem ara al cinquè i darrer element determinant, que està molt relacionat amb la transformació, però duta a la gran escala. L'il·lustren les obres de la Catón i Basal en blocs de pisos, com els de les vivendes socials a Bois-le-Prêtre, a París, i sobretot els de la transformació de la Cité du Grand Parc a Bordeus, una obra que l'administració pública estava pensant en tirar a terra per fer un bloc nou de pisos i on la Catón i Basal van proposar entre 2011 i 2016, i per un preu més econòmic, eixamplar els pisos preexistents amb una mena de faixa de 3 metres de profunditat que rodejava la façana de l'edifici, donant als veïns més metres quadrats, més llum natural, millor ventilació, més confort. I tot això, per què? Doncs perquè la Catón i Basal creuen que en les democràcies tothom té dret a una vivenda digna i que una arquitectura digna ha de prioritzar aquest dret sobre l'expressió formal. El principi de no demolició era ja present a Cap Ferret, però a l'obra de la Cité du Grand Parc va esdevenir un manifest. El que ens deien la Catón i Basal amb aquestes obres era que l'arquitecte no ha de degradar les preexistències, sinó millorar-les. La Catón i Basal solen definir-se com estrategues de l'essencial. És a dir, la seva arquitectura té per objectiu millorar la qualitat habitacional. Amb pocs recursos, diuen, es pot aconseguir més espai i de més qualitat, utilitzant els medis constructius indispensables i no més. Perquè el confort i el luxe espaial no haurien de ser el privilegi d'uns quants. Han de ser també, o han d'estar també, a l'abast dels que tenen menys. Això és tot per la meva part. Moltes gràcies per la seva atenció i ara els deixo amb Anne Lacaton i Jean-Philippe Basal, que els explicaran molt millor que jo el que hem fet fins ara. Gràcies. Thank you for your... Sorry, we will continue in English. Thank you for this introduction. Thank you for your invitation in Olot. Ah, in France. En français? Oh, OK. Ah, OK. Ça, c'est plus difficile. En français, c'est OK alors. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à Olot, que nous découvrons. Nous découvrons cette région qui a l'air très, très belle. Le film qu'on a vu était très, très beau. Il explique bien cette relation avec la nature, la lumière, la nature, les arbres, les feuilles.
Et ça me rappelle quelques mots d'un architecte argentin, Emilio Ambaz. Je crois qu'il disait à peu près ça. Si la nature était parfaite, on n'aurait pas besoin de maisons. Les feuilles des arbres nous protégeraient de la pluie et du soleil. Il y aurait des courants d'air frais dont on profiterait, qui traverseraient les forêts. On pourrait se baigner dans les rivières. La nature n'est pas tout à fait parfaite. Et donc on a besoin de faire quelques constructions. Mais toujours, je crois qu'il est très important de se référer à cette nature, d'être très très proche d'elle et peut-être d'élargir le champ de la nature à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui existe, tout ce qui est déjà là. Comment on fait avec ce qui est déjà là. Donc on va essayer de montrer quelques projets qui décrivent ce travail et cette proximité avec l'existant, avec tout ce qui nous entoure, avec la vie. Parce qu'on voit bien à travers la nature que les arbres, que les feuilles, que les fleurs ont besoin de temps pour pousser et il faut travailler avec ce temps, avec cette vie qui a existé et qui va continuer. On voudrait parler d'espace, de free space ou d'espace libre. L'espace libre, c'est un espace qui n'est pas contraint, c'est l'espace qui est sous les pilotis, c'est l'espace des balcons et des jardins d'hiver, c'est l'espace sur les toitures accessibles, c'est une sorte d'espace plus profond qui n'existe pas souvent dans les plans standards parce qu'il est considéré comme trop profond ou sans utilité. L'espace en plus, l'espace libre, qui rend l'espace programmatique plus fluide, plus aisé et moins cher. L'espace libre du programme, parce que c'est pas seulement le programme qui doit définir les pièces et les espaces. Je crois qu'on peut travailler encore mieux avec la qualité des espaces qu'avec la définition programmatique des espaces, qui permet d'éviter la question d'une fonction définie. L'espace libre qui essaie de jouer avec les règles et les règlements. L'espace libre, celui qui n'est pas forcément demandé, mais qui finalement va devenir indispensable. L'espace qui est créé en plus, mais qui ne coûte pas plus. C'est l'espace aussi qui ne coûte rien. Donc l'architecture, elle doit créer de la liberté et pas de contraintes. Elle doit offrir des possibilités de bouger, d'approprier l'espace et de la possibilité d'interpréter les espaces. L'espace généreux invite l'habitant à créer des relations, à approprier l'espace, à inventer des usages, en ajoutant des capacités pour un maximum de liberté d'usage, en multipliant l'espace en multipliant le sol pour inventer des espaces, en élargissant et étendant les espaces, en créant de l'espace en plus, libre de toute fonction, de façon à multiplier les usages. Il s'agit de construire le plus possible d'espaces libres, autant que l'espace qui est demandé et avec le même budget. Donc l'espace libre, c'est un espace en plus. En revenant à ce dont vous parliez sur l'Afrique, il nous paraissait important de retrouver des gestes simples.
comme planter des branches dans le sable, comme replier ou courber ces branches pour fabriquer une forme, pour entourer avec des tissus de paille, pour faire des murs, pour recouvrir avec une paille plus fine qui va permettre à l'eau, à la saison des pluies, de s'écouler et d'éviter de rentrer dans la paillote. Un premier projet au Niger, au milieu, une paillote qui fait à peu près 6 mètres de diamètre, tout autour une clôture, à l'intérieur duquel on a quelques pierres sur lesquelles on peut faire la cuisine, et à l'extérieur, 9 branches qui montent et qui sont recouvertes par une toiture et qui permet de faire de l'ombre. Ça, c'était la maison qu'on a construite à Niamey, à peu près à une vingtaine de kilomètres de la ville, avec la vue sur le fleuve Niger. Il a fallu à peu près 6 mois pour trouver précisément le site. Il a fallu 2 jours pour la fabriquer avec les gens du village. Et le vent a mis à peu près 5 ans pour la détruire. C'est un très très beau souvenir et on y pense souvent. Construire double. Ça, c'est la maison La Tapie, donc un de nos premiers projets. Un couple qui ne savait pas trop ce qu'était un architecte et nous qui ne savions pas trop ce qu'était un client. Et essayer, plutôt qu'une maison standard, de faire une maison extrêmement économique, mais qui est 3 fois plus grande qu'une maison standard. Et donc, une aventure qui a duré 1 an avec eux pour fabriquer cette maison qui ne ressemble pas vraiment à une maison, qui ne ressemblait pas à une maison pour eux, mais qui finalement a répondu à leurs besoins et à leurs envies. Ces relations intérieures, extérieures, la relation entre l'espace habitable et l'espace de la serre, qu'on pourrait dire non habitable, mais dont on s'aperçoit que finalement l'espace non habitable, dans la réalité, il est habité 10 fois plus que l'espace soi-disant habitable, ce qui fait réfléchir à la question de règlement, de réglementation ou de chauffage. Une maison sur 2 niveaux et qui maintenant était construite, ça fait 40 ans 30 ans. 30 ans. Depuis la rue, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Il s'agit aussi de construire avec ce qui existe. Au Cap Ferré, il y a le bassin d'Arcachon, cette grande étendue d'eau très très belle dans laquelle on peut pêcher les huîtres. Généralement, sur le bord du bassin d'Arcachon, ce sont des terrains assez privilégiés et quand on construit, on commence par couper les arbres, ensuite on aplanit la dune de sable et on construit la maison. Et là, précisément, sur ce terrain, sur lequel il y avait une 50aine de pins qui montaient très haut, à 25-30 mètres de hauteur, et une dune de sable avec une forme très, très intéressante et très particulière, on s'est dit de suite qu'il n'était pas possible de couper le moindre arbre, la moindre branche, le moindre buisson, et qu'il n'était pas possible de changer la forme de la dune de sable. Donc voilà le plan, les points noirs, ce sont les arbres, et la maison vient s'installer dans ce système. Des fondations par micropieux qui font que les racines sont vraiment précisément évitées pour éviter d'abîmer les arbres. Et la maison vient se placer un peu en suspension à 4 mètres à peu près de la dune de sable, ce qui fait que sa forme n'a pas été bouleversée et qui permet de continuer à passer dans le terrain sous la maison pour y accéder. Donc ça, ce sont des images du début de la construction où on voit effectivement comment tout d'un coup il y a 2 systèmes qui se mélangent.
la nature existante avec ses racines, ses branches, et puis une sorte de deuxième système qui est un système fait de poteaux, de poutres métalliques et qui vient s'insérer avec la forêt existante. Il était important que quand on passe sous la maison, on n'ait pas l'impression de passer sous une sorte de masse noire, et donc on pensait que la lumière du soleil qui se réfléchissait sur le bassin d'Arcachon allait ensuite venir de bas vers le haut pour éclairer la sous-face en aluminium ondulé et qui allait permettre de répercuter la lumière venant du bassin d'Arcachon. Ce qui fait qu'à marée basse, c'est plutôt une teinte jaune et à marée haute, c'est plutôt une teinte bleutée. À l'intérieur, on retrouve les arbres, là entre la salle de bain et la chambre. Les arbres continuent à bouger avec le vent légèrement. On n'a jamais conscience que ce sont les arbres qui bougent parce qu'ils sont assez gros et massifs. On a toujours l'impression que c'est la maison qui bouge. Et ça donne cette vue absolument extraordinaire dans laquelle on participe jusqu'au bout, jusqu'au fond, au fond du bassin d'Arcachon. Il faut construire avec l'existant. Faire avec l'existence, et on a vu avec la nature, c'est presque une évidence. Ça l'est un peu moins quand on travaille sur des matières qui, d'une certaine façon, sont un peu aussi rejetées, parce que elles se trouvent souvent dans les banlieues des villes. C'est comme ces grands quartiers d'habitation qui ont été construits, et pourtant, il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, 60 ans, et qui sont déjà des sujets de rejet, de mauvaise appréciation. Et donc c'est un sujet qui, depuis le début des années 2000, nous a beaucoup motivés, beaucoup mobilisés de faire avec ces blocs, ces quartiers modernes qui sont dans les banlieues des villes et qui sont aujourd'hui le plus souvent question à des projets de démolition. C'est-à-dire, dans les villes aujourd'hui, un des plus grands sujets est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces quartiers-là. Et très souvent, la première idée, la première solution qui est avancée est de dire on va démolir et on va reconstruire. Donc en France, dans le début des années 2000, ça a été aussi un sujet très important au point que l'État a créé une énorme structure qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine et dont le travail qui était largement financé et dont l'objectif était d'opérer la démolition de plus de 200 000 logements, principalement autour de Paris, mais dans toutes les banlieues des villes, et de les reconstruire pour à peu près l'équivalent. Donc avec des énormes budgets. Donc avec un ami, Frédéric Druot, on s'est dit qu'il fallait étudier ce sujet-là, qu'on ne pouvait pas accepter que cette architecture moderne, qui n'est pas au bout de sa vie, puisse être comme ça condamnée avant même de comprendre ce qu'elle a apporté, ce qu'elle fait encore, et voir s'il n'y avait pas des alternatives beaucoup plus positives que la démolition qui est extrêmement douloureuse. C'est une violence, la démolition, notamment pour ceux qui habitent dans ces quartiers-là, parce que c'est une façon de leur dire « là où vous habitez, c'est rien, et donc vous n'êtes pas grand-chose, quoi ». Donc on a travaillé beaucoup sur ce sujet en regardant les bâtiments qui étaient prévus à la démolition, en analysant les budgets, les raisons, souvent pas de raison d'ailleurs, qui étaient données. Et donc on a travaillé sur des projets alternatifs avec l'idée que transformer, agrandir, était toujours mieux que de démolir et reconstruire, et donc avec ici des comparatifs de coûts donc, qui étaient issus d'études très sérieuses qu'on a fait sur ces quartiers-là. Donc avec un tiers, eh bien, on pouvait transformer et ne pas démolir. Et donc on a produit à l'époque ce livre qui a été publié à Barcelone, parce que c'était pas évident en France de faire passer un discours qui était tellement à l'envers
de la politique nationale. Et ce livre, en fait, étudiait très précisément l'histoire de ces bâtiments. Pourquoi, en fait, partant de cette idée généreuse, en fait, de produire du logement de masse moderne qui pouvait amener à tous ceux qui avaient des logements très modestes une vie meilleure. Pourquoi est-ce que 50 ans après, on arrive à un tel rejet? Et donc, on a pu analyser aussi que finalement, ces bâtiments, la plupart n'étaient pas arrivés au bout aussi de la qualité qu'ils auraient pu apporter. Donc, par exemple, tous ces bâtiments construits rapidement et où on a des situations intéressantes, mais avec ces petites fenêtres. Et donc, on se disait que peut-être on pouvait aujourd'hui continuer ce travail. Et à l'image d'immeubles de la même époque, mais qui avaient fait ce travail-là, où les architectes avaient fait ce travail-là de modernité et de qualité. Donc ouvrir les murs, créer des balcons, et ça opérait tout de suite une transformation assez radicale qui produisait une qualité de vie bien meilleure. Donc depuis l'intérieur, là où finalement on a ce mur, une petite fenêtre et rien derrière, ouvrir le mur, créer une extension, une grande baie vitrée, et ça change, c'est peu de choses, c'est simple, et ça change assez radicalement la vie à l'intérieur. Travailler aussi le retour des services aussi, des gardiens, les rez-de-chaussée, donc plus accueillants, plutôt que de mettre des grilles, plutôt de dire il vaut mieux des gens qui accueillent. Retravailler les premiers niveaux pour des lieux de travail, souvent les premiers étages ne sont pas les plus agréables pour l'habitation. Créer des services communs pour garder les enfants, le sauna, des machines à laver pour les familles, des lieux de rassemblement et de conférences, des lieux pour cuisiner aussi et pour faire en sorte que les gens trouvent des services communs, mais aussi des occasions de se rencontrer. Et donc, quelques années plus tard, un premier projet qu'on a pu faire à Paris, cette tour donc, qui avait été envisagée à démolir et que finalement la ville de Paris a décidé de garder. Et donc le projet qu'on a proposé sur cette tour était de dire on va la transformer, on ne va pas chercher à la restructurer, à découper des morceaux, à la couper en deux, parce que au fond, que ce soit une tour, ce n'est pas ça qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est est-ce qu'on y vit bien à l'intérieur ou pas. Donc cette tour était d'une qualité, d'une belle architecture quand elle a été bâtie. Et puis les années 80, donc premières interventions pour économiser l'énergie qui n'ont simplement été que des interventions techniques d'isolation par l'extérieur et qui ont au passage dégradé la qualité architecturale. Donc on a proposé de retrouver cette qualité architecturale, de redonner de la lumière, de l'espace, et ceci donc sans déménager les habitants. C'est-à-dire que ces interventions doivent profiter à leurs habitants et non pas les faire partir pour après ramener d'autres habitants. Donc le principe, il était celui-ci, de dire que, au fond, ce n'est pas intéressant de chercher à restructurer l'intérieur, de travailler petit, ouvrir un morceau de mur, gagner 2 mètres carrés, mais que l'extension, l'agrandissement était la solution techniquement la plus simple, économiquement la plus simple, et qui permettait aussi de donner beaucoup d'air et beaucoup d'extension à ces bâtiments sans toucher leur structure de base. Donc ça, c'était le principe. Donc enlever, apporter un module d'extension. Dans ce cas-là, il faisait entre 2,50 m et 3 mètres, avec la possibilité de remplacer les façades et puis d'enlever les façades de base qui contenaient aussi de l'amiante, parce que l'isolation qu'on avait mise en 80 contenait de l'amiante. Donc de faire ce travail par l'extérieur, d'amener des extensions, donc sachant qu'on pouvait continuer à habiter dedans. Et puis donc à la fin, l'immeuble se trouve complètement transformé, avec au passage aussi toutes les discussions entre les
les habitants et leurs propriétaires, un bailleur social, un office d'HLM, pour voir comment, après ces travaux, quel serait le prix du loyer, se mettre d'accord que le loyer après devait rester supportable. À côté de ça, beaucoup d'économies, d'énergie, de maintenance, puisqu'on refaisait beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est aussi des projets qui recréent du lien avec des gens qui ne se parlaient plus parce que les situations étaient dégradées. À Bordeaux, quelques années plus tard, donc profitant aussi de l'expérience de ce premier projet, mais ici sur une échelle beaucoup plus grande, puisque le quartier du Grand Parc est un quartier moderne, donc qui a été construit vraiment aux portes du centre de la vieille ville, qui peut-être quand il a été construit dans les années 60 était pas le plus désiré, mais qui aujourd'hui quand même est bien intégré à la ville. Et donc on devait travailler sur ces 3 bâtiments, 530 logements, que la ville aussi avait étudié, dont la ville avait étudié la démolition, et finalement l'avait pas poursuivi parce que pour démolir, il faut d'abord reloger. Et donc reloger 530 familles, ça prend déjà presque 10 ans. Donc il s'était laissé convaincre finalement le maire de la ville que la transformation pouvait se faire. Donc là encore, 530 logements, 530 familles. Et la proposition, là encore, de dire partons de l'intérieur. Il ne faut pas s'attacher à regarder de loin, à regarder une barre comme ça et simplement à 1 kilomètre ou 500 mètres de se dire c'est moche et il faut le démolir. Non, il faut penser à la qualité du logement, à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ce qu'il faut faire, c'est rentrer, c'est aller dedans et voir à l'envers qu'est-ce qui se passe. Et de comprendre en fait que ce qu'on voit à l'intérieur, c'est tout le contraire de ça. C'est 500 familles qui ont donné chacune une qualité, une richesse à l'intérieur, qu'on peut aimer, ne pas aimer, on peut aimer la décoration, on peut la trouver kitsch, mais c'est pas grave, c'est extrêmement touchant. Et tous ces gens-là, en fait, expriment leur attachement à l'espace où ils habitent, même s'ils savent que le quartier peut-être pourrait être mieux, même s'ils savent que leur bâtiment est souvent regardé avec le doigt en disant « Regardez, je ne voudrais pas habiter ici ». Donc on a fait ce travail de visiter les appartements et puis de se dire qu'il fallait les transformer par l'intérieur. Donc là encore, sortir de cet esprit de mur avec des petites fenêtres qui n'offrent absolument aucune possibilité d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, d'avoir un espace extérieur à soi et aussi un peu plus d'espace à l'intérieur. Donc on a fait là aussi ce travail d'extension. Là encore en site occupé, c'est-à-dire aucun habitant n'a déménagé. On avait quelques logements qui leur permettaient d'aller se reposer la journée quand on faisait trop de bruit dans les logements. Et puis donc ce principe de module construit sur un site à 2 km et que tous les jours, donc 7 à 8 modules étaient construits avec ce principe des fondations isolées, puisque ces extensions ne sont pas supportées par les bâtiments existants, mais elles ont leur propre... et puis donc le principe, les poteaux, attachés à l'étage suivant, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand on avait quelques étages de montée, on pouvait commencer le travail de remplacement des façades. Donc à partir de là, c'est là que la perturbation avec le logement arrive et donc l'engagement qui a été pris donc par nous, les architectes, mais aussi avec l'entreprise, c'est que le remplacement de la façade pour un logement devait se faire en 2 journées, pas plus. Et ça a été à peu près tenu presque tout le temps. Donc le premier jour, il y avait la dépose des menuiseries, des allèges. Donc ça, c'était l'état existant. Première intervention, c'est de protéger l'intérieur. Ensuite, de scier les allèges, enlever les fenêtres. Voilà. Le lendemain, l'ouverture est faite. Les cadres des menuiseries arrivent avec les châssis vitrés. Et à nouveau, donc, on peut réouvrir. Et après, il restait donc ces travaux de finition, mais qui pouvaient se faire par l'intérieur dans un deuxième temps. Et donc, à la fin, voilà cette transformation. Donc, ici, avant, on avait une fenêtre. Maintenant, c'est une grande baie qui s'ouvre sur ce jardin d'hiver qui fait 3 mètres
3 mètres plus 80 cm de balcon, qui la plupart du temps double la surface du logement existant. Et puis à l'intérieur, quelques travaux de refaire les salles de bain, refaire l'électricité, et très souvent assez peu de travaux à faire parce que les habitants avaient eux-mêmes refait les peintures, avaient entretenu, et donc il y avait un peu quelques travaux à la carte. Et ces travaux, en fait, là encore, faits en site occupé, ont coûté à peu près 50 000 € par logement, là où la démolition aurait coûté 160 000, démolition et reconstruction. Avec des logements à l'arrivée qui offrent à peu près 40 à 50 mètres carrés supplémentaires. La consommation d'énergie divisée par 3, simplement par cet effet des jardins d'hiver, par les nouvelles baies vitrées, quelques ajustements dans la régulation du chauffage, mais pas tellement de technologie, pas plus de technologie, simplement une amélioration de ce qui est là. Et puis là encore, si on analyse aussi le bilan carbone par rapport à la démolition-reconstruction, c'est plus de la moitié qui est économisé en faisant ces transformations. Et puis, pas d'augmentation de loyer à l'arrivée, parce que c'était un engagement de l'office d'HLM qui disait que c'était des travaux nécessaires, qu'ils devaient les faire pour mettre à niveau ces immeubles, et donc à l'arrivée, pas d'augmentation des loyers pour ceux qui restaient dans les mêmes dimensions, dans leur même logement, et il n'y a pas eu de changement de logement. Et donc à l'arrivée, voilà la transformation de ces bars qu'aujourd'hui tout le monde voudrait habiter ici. Voilà. Et il se trouve que quand il y a eu le confinement, eh bien les gens qui habitaient ici ont été peut-être un peu moins mal que d'autres qui habitaient dans des logements plus petits et sans ouverture, et avec des petites ouvertures. Et puis, pour terminer, on a aussi construit sur le toit une dizaine de logements un peu plus grands, qui manquaient, des typologies de 4 chambres, 3-4 chambres qui manquaient, donc avec des constructions légères, donc qui rappellent un peu la première maison, donc grand jardin d'hiver, et puis le logement qui vient se poser sur les toitures existantes. Construire ou ne pas construire? C'est une question qu'il est important de se poser parce que l'architecture, faire de l'architecture, il faut partir avant, se poser la question avant, et que la construction peut être une solution ou pas, mais avant, il y a un processus de réflexion qui amène à réfléchir là où on est, au contexte, à la question qui est posée, et savoir quelle solution pourrait être apportée. Donc c'était en 1996 à la ville de Bordeaux qui avait décidé d'engager un programme d'embellissement, c'était le mot du programme, des places de Bordeaux. Donc une première place avait été faite en exemple avec beaucoup de remplacements de sol, des bancs, des nouveaux bancs, des fontaines, etc. Et nous, on nous avait demandé de travailler sur cette petite place triangulaire qui n'était pas vraiment dans le centre-ville, mais une place assez charmante. Et on est allé regarder plusieurs fois, on avait 4 mois pour faire ce travail. On est allé là-bas plusieurs fois, regarder les week-ends, la semaine. Et puis, 4 mois après, donc on est revenu devant la commission de la mairie de Bordeaux, avec des élus, l'administration, etc. Et on a dit à la question... comment embellir cette place? Notre réponse est la place est déjà belle, et on a argumenté avec un texte, des photos, et la conclusion était que la place est déjà belle, notre projet c'est de ne rien faire. Construire, presque pas. Ça c'était un peu le sujet au Palais de Tokyo. Donc le Palais de Tokyo c'est un musée au centre de Paris, donc un bâtiment très imposant, très monumental, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1937 et qui comprenait 2 ailes, donc le musée d'art moderne de la ville de Paris et le musée national d'art moderne qui, dans les années 75, a déménagé au centre Pompidou. Et puis la partie nationale, donc, qui était ça au moment du musée d'art moderne, a connu plusieurs programmes,
musée de la photographie, etc., jusqu'au début des années 90 où l'État a décidé de faire un grand projet de rénovation pour y faire un palais du cinéma. Et le projet donc a commencé, les études, un concours, les études et une année de chantier. Et après une année de chantier, un jour, le ministère de la Culture a décidé d'arrêter le projet. Et du jour au lendemain, les ouvriers ne sont pas revenus, en laissant le bâtiment dans cette situation. Donc les partitions, les plafonds, tout était enlevé à l'intérieur et on retrouvait donc une structure élégante, légère, complètement nue, mais aussi très fragilisée parce que les murs qui la tenaient avaient été enlevés en l'attente de les renforcer. Et le projet, donc le projet du Palais du Cinéma était très ambitieux et là, en fait, la ville voulait faire, l'État voulait faire une installation temporaire d'un centre d'art pour la jeune création. Donc c'est un projet qui devait se faire ailleurs dans Paris avec 3 millions d'euros et donc qui proposait de faire ici alors que ce bâtiment fait 25 000 mètres carrés et que donc certainement que les 3 millions, c'était pas grand-chose. Et donc dans le cadre du concours, on nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que l'architecture était déjà là, c'était un musée, donc toutes les qualités étaient déjà là, la lumière naturelle, le parcours à l'intérieur, la dimension des salles, et que finalement la démolition précédente avait révélé des grands espaces qui n'étaient pas connus avant, puisque quand le musée avait été fait, il répondait à des critères beaucoup plus classiques, avec des plafonds translucides, etc. Et là, donc, on le voyait dans sa dimension. Et donc, on a proposé un travail très pragmatique, avec 3 millions, de dire on va commencer par réparer la structure, de ramener l'électricité, réparer les escaliers, les ascenseurs, le chauffage, et puis certainement que là, on aura consommé les 3 millions, mais ce sera assez pour ouvrir les portes à nouveau à des expositions et au public. Et donc, avec ces 3 millions, on a pu faire ça et rouvrir à peu près un étage, plus quelques espaces au sous-sol. Donc ça, c'était en l'an 2000. Le projet devait durer 5 ans, mais comme souvent, le temporaire dure longtemps. Et donc, après 5 ans, l'État a dit on va continuer encore un peu du temporaire. Et à ce moment-là, donc, il y a eu un budget supplémentaire d'une dizaine de millions pour continuer à réparer, notamment les toitures, tout ce qu'on n'avait pas pu faire. Et là, donc, on a pu, dans la même démarche, c'est-à-dire pas chercher à tout remettre à neuf, mais simplement de dire l'espace, il est là, le volume est là. Et chaque exposition, en fait, va créer ses propres conditions à l'intérieur. Ce qui est important, c'est de garder l'espace et de lui donner le maximum de capacité. Et donc, dans la deuxième phase, on a pu ouvrir donc 100% des espaces existants. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours un peu du temporaire, mais disons que maintenant, ça fait 20 ans et que le Palais de Tokyo reste un endroit qui marche bien et qui produit tout le temps des expositions assez étonnantes parce que, précisément, cet espace libéré de ses conventions offre beaucoup de liberté aux artistes et beaucoup d'espace pour exprimer des pièces ou montrer des expositions. Donc là, c'était une œuvre de Thomas Hirschhorn. Et après, donc, on a exploité aussi les sous-sols, donc en créant cet escalier qui n'existait pas parce que les sous-sols à l'origine étaient pour les réserves. Mais comme ce n'est pas un musée, il n'y a pas besoin de réserve, donc le public peut aller aussi jusqu'en bas. Et ça crée des espaces intéressants qui permettent notamment de montrer les vidéos et d'éviter d'avoir à obscurcir dans les étages les espaces qui sont largement éclairés par les verrières. Et donc ce travail d'acupuncture qu'on peut voir à travers ces traits rouges, en fait c'était presque poteau par poteau, mètre carré par mètre carré de sol. Les poteaux ne sont pas traités de la même manière, donc il n'y a pas d'uniformisation. Certains avaient besoin de renforcement structurel, d'autres simplement de traitement pour le feu, d'autres simplement d'être nettoyés. Donc c'est un travail de détail et qui se fait par l'intérieur.
ne pas construire et construire double. Ça, c'était le sujet de ce projet-là. Donc là encore, un centre d'art contemporain qui devait être aménagé dans ce bâtiment qui, en fait, est le dernier bâtiment qui reste d'un chantier naval démoli. Donc il y avait un chantier naval à Dunkerque énorme qui construisait des très gros bateaux et qui a été démantelé dans les années 80. Et seul ce bâtiment est resté parce qu'il avait beaucoup de sens et de signification pour les anciens ouvriers qui avaient protesté contre sa démolition. Et donc, il avait été gardé. Il l'appelait la cathédrale parce qu'à l'intérieur, c'était un grand espace vide. Et c'est là que se faisait le dernier assemblage de bateaux, des pièces de bateaux, avant qu'ils partent vers la mer. Donc, on nous demandait dans cet espace, en fait, de le remplir pour faire un centre d'art avec à peu près 4000 m² de réserve et autant d'expositions. Et donc, quand on connaît la nécessité pour des réserves, par exemple, de contrôler la température, l'humidité, on voyait très vite, en fait, que ce serait difficile à la fois de garder ce vide avec sa beauté et à la fois de le remplir. Donc, on s'est dit, il faut sauver le vide. Et on a cherché comment on pouvait quand même faire le projet. Donc, partant de ça, en fait, on a proposé de construire un double, exactement, de la même dimension, qui soit juste à côté, et qui, lui, serait construit pour répondre à tous les critères d'organisation climatique, et qui nous permettait donc de garder le bâtiment existant exactement tel qu'il est, dans son intégralité, avec juste quelques petits travaux d'aménagement. Donc le nouveau bâtiment, en fait, c'est une boîte avec ses réserves et ses espaces d'expo, et puis une grande enveloppe qui reprend exactement la forme du bâtiment existant et qui permet de faire là encore un espace en plus, qui en plus est un espace climatique, et donc qui permet aussi de modifier la relation directe entre des espaces qui sont climatisés, contrôlés, et des espaces extérieurs qui, eux, ont un climat extrêmement variable. Et donc voilà le résultat du projet. Donc l'espace a été gardé et il devient un grand espace d'exposition donc, qui accompagne les espaces nouveaux qu'on a fait à côté. Et ça, c'est le bâtiment nouveau, donc avec d'autres espaces d'expo qui, eux, répondent à des conditions requises de température, etc. Et puis, donc, sur le toit des réserves, cet espace sur le toit, donc, qui est un espace libre, un extra space, qui n'a aucun programme, mais qui devient, en fait, un des lieux presque les plus intéressants, parce que, finalement, beaucoup d'œuvres peuvent être mises là, même s'il n'y a pas une température stable. Et puis, surtout, c'est un endroit qui permet de découvrir la mer, le port. Il y a un port industriel, encore, qui est très, très grand. Et toute la ville. Alors bien sûr, peut-être on ne l'a pas expliqué assez, mais tout cet espace en plus, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'économie du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace qui doit coûter plus cher. Donc les extensions dans les logements transformés font qu'à l'arrivée, c'est le même budget que celui qu'on nous a donné au départ pour faire une rénovation. Ici, c'est le budget qui a été donné au départ pour créer ce centre d'art. Donc c'est important aussi de gérer à l'intérieur du budget à la fois cette générosité, cette liberté qu'on souhaite donner à des espaces, mais aussi de le gérer dans l'économie et le budget du projet, parce que sinon, eh bien, c'est compliqué de convaincre qu'on peut le faire. Et voilà donc ce projet ici à Dunkerque. Et puis la dernière partie, comment et où et comment construire. Ça, c'était un projet qui nous avait été demandé par la communauté urbaine de Bordeaux pour réfléchir à la façon dont on pouvait envisager 50 000 logements nouveaux dans les 10 ans à venir sur la communauté urbaine de Bordeaux. Donc c'était un projet d'urbanisme qui nous permettait de mettre en application quelque chose qui nous semble vraiment important, qui est de dire qu'on ne peut pas considérer l'urbanisme de la même façon
à partir du moment où on part de la ville existante et où on part des existants. Plutôt que de l'urbanisme et ensuite de l'architecture, il nous semble important de considérer plutôt l'architecture et ensuite l'urbanisme. Donc c'est ce qu'on a voulu expliquer aux 50 000 nouveaux logements. 50 000 nouveaux logements, ce qui veut dire à peu près 55 000 hectares de nature existante. La nature officielle, ce que vous voyez à gauche, celle qui est répertoriée sur les cartes, et la nature réelle, celle qui est celle des jardins, des petites plantes qui poussent un peu partout, dont on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus présente que la nature officielle. 50 000 nouveaux logements, ça veut dire aussi 55 000 hectares d'espaces qui sont déjà organisés, irrigués par des réseaux, par des rues, par des routes. Des voiries, des trottoirs, des égouts, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie qui existent déjà et qu'il n'est pas forcément nécessaire de continuer pour créer des nouvelles zones d'urbanisation, des nouvelles zones de construction. 50 000 nouveaux logements, mais ça veut dire aussi 160 000 logements collectifs existants, 80 000 logements individuels existants, des milliers de situations existantes, 50 000 nouveaux logements, des centaines de situations capables, des situations sur lesquelles, à partir de l'existant, on peut transformer, additionner, superposer, plutôt que de repartir sur des zones urbaines, des tabula rasa que l'on va constituer ou des terrains qui ne sont pas aujourd'hui viabilisés. Le territoire est large, amical, la nature est aisément accessible, elle est suffisamment épaisse ou claire, simulée ou cachée, contrastée et variée, elle est suffisamment irriguée, traversée, utilisée, énergisée, organisée, elle est suffisamment capable pour générer à l'intérieur de ces organisations existantes, en connexion avec ces systèmes, avec ces routes, avec ces rues, avec ces réseaux, sans nouveaux master plans ou schémas d'urbanistes impulsifs et visionnaires, sans formatant, sans créer de boîte à outils, sans la nécessité de couper ou de démolir, sans avoir à démanteler, à refaire, sans perturber. On peut transformer les plus fragiles, les moins appréciées situations urbaines et, dans le même temps, créer 50 000, 100 000, 150 000 nouveaux logements larges, pleins de lumière, généreux et durables. Il s'agit de dépenser moins pour faire plus. Donc, ne jamais démolir. On voit ici un immeuble en cours de démolition et la tour Boile-Prête. Pour sauver le coût des travaux, 62% de coût des travaux qui est économisé. Pour sauver de l'énergie, 74% d'énergie qui est sauvée. Pour sauver le coût de facilités publiques, 56% qui est économisé. Et pour créer des nouveaux logements et des services. Au lieu de perdre 100, avoir 120 en réutilisant l'existant. Réduire le chauffage et les coûts de maintenance.
réduction de 60%. Ne jamais couper d'arbres. Donner de l'air et de la fluidité. Donner de l'espace et de la lumière. Grâce à un urbanisme de précision délicat au cas par cas, avec une attention spéciale pour les organisations, les différences, les gens, les arbres et les insectes, avec la précision d'une économie urbaine, les pieds sur le sol, les pieds sur terre, pour chaque logement, pour chaque jardin. Libérer les droits urbains et d'usage, faire attention à la maintenance, être attentif à des qualités spéciales, à leurs possibilités. Rendre plus facile l'initiative privée. Permettre, laisser le management public de certaines zones à l'initiative privée. Ouvrir les vues et développer le plaisir d'habiter. Simplement, depuis l'intérieur, depuis les zones d'habitation, avec délicatesse. Un existant au rez-de-chaussée, un appartement existant au rez-de-chaussée, ouvrir la fenêtre et ouvrir sur le jardin. Non, tu vas à l'envers là. Ah, pardon. Offrir l'usage du jardin et contribuer à l'espace public grâce au jardin privé. Un existant collectif, social ou privé, métamorphoser l'appartement existant en donnant plus d'espace, plus de lumière, plus de fluidité et moins de consommation d'énergie. Par des additions généreuses de jardins d'hiver ou de balcons pour chaque appartement et pour chaque famille. Sur le même territoire déjà distribué, créer des nouveaux logements sans consommer de nouveaux territoires. Des espaces abandonnés qui peuvent être divisés en plusieurs lots. Utiliser de larges surfaces qui sont aujourd'hui inutilisées ou distribuées pour vivre et travailler différemment. Petit à petit, en prenant conscience des dimensions, les métamorphoser pour trouver des espaces merveilleux, offrir une variété de façons de vivre, de façons de louer, de façons d'acquérir des propriétés, en profitant de vues extraordinaires et de géographie particulière. Profiter de l'usage libre comme dans une villa. Profiter d'espaces fluides et généreux.
Profiter d'un grand et vrai jardin. Profiter des vues extraordinaires depuis les terrasses et les toits. Profiter des forêts sans les abîmer. Profiter du charme de petites maisons ou bien d'espaces privés et d'espaces intimes. Profiter d'espaces très grands, surdimensionnés. Étendre, additionner, s'adosser, mixer, optimiser, se superimposer, faire ou ne pas faire. Ici, à Bassins, 134 logements existants. Le même appartement à Bassins, 134 logements existants qui sont agrandis, isolés, plus 66 nouveaux logements. Ici, à Mérignac, 272 logements existants. Ici, à Mérignac, 272 logements existants, agrandis, isolés, plus 123 ou 124 nouveaux logements. Ici, dans un contexte urbain à Florac, une vue sur un petit bois, 346 logements existants, 3600 m² de commerce, 628 places de parking. Ici, à Florac, la vue sur le petit bois, 346 logements existants, isolés, élargis, plus de 136 nouveaux logements possibles, 3600 m² de commerce, 500 m² de surface nouvelle, 628 places de stationnement, plus 210 places supplémentaires. Ici, à Ambarès et La Grave, 79 logements existants. À Ambarès et La Grave, 79 logements existants, agrandis et isolés, plus 59 nouveaux logements. C'est un principe de transformation. Merci. Merci, merci beaucoup por la conférence. Bueno, pues tenéis ahora la oportunidad de preguntar. Podeu fer preguntes si voleu. You can make questions. Now you have the chance. Okay. Thank you for your presentation. I have several questions, but it's all a big question. So let's say that everyone wants to improve their spaces like this. And let's say that everyone has this budget. Here in Barcelona, most of the dwellings or the blocks have multiple proprietors, like owners. And most of the time, most of the people live there by renting their spaces, so it's not actually their own space. How can we convince the landlords of those spaces that it's a good thing to improve these spaces when most of the people living in these urban areas don't have the property to do so? This is, I think it is a subject that we never really had to work on. In France, very often, it's these big buildings that we showed, they are public properties, social housing. And then there is a kind of facility, it should be a facility, that we can directly work with one owner. And it's probably more difficult when you have private properties inside, with differences in between the families. But we think it's possible. We always need to be optimists and to
to work on the situation, to work on these precise situations. Because also we have to take in consideration what will be the future. If we do nothing, what will happen? It means that perhaps in 5 years or in 10 years, there will be situations where we come to this point sometimes in France where, okay, the only solution is demolition. So if we want to prevent that situation of demolition that will cost a lot, we can try to find some solutions before. And I think it's absolutely very important. Sometimes I think we can help as architects to find solutions, but it is very strange because these examples of additions that we show, we were incredibly surprised recently because we went in Georgia, in Tbilisi, and we see that from original USSR buildings built in the 70s, private residences, they have found the way by themselves to create such extensions with very, very difficult and bad materials for buildings that are 7 or 6 levels. So it's perhaps not very secure, not safe, but you have these additions. And people in the community of the owner of the properties, they found the possibility. Sometimes not all of them wanted to start in the same time. Sometimes it was 2 or 3 years after that the neighbor was making his extension, but they have done that with nearly the same dimension. It is really amazing. So I think each situation is different. It will be different in France or in north of France and in south of France or in Spain. But what I am sure that what is important, it is the possibility of imagination by architects in all of these places. And there will be never the same answer, but there will be always a possible answer, for sure. Thank you. I would say that probably the cities and politics could have more influence than they really have. Because today, I don't know how it's here, but I know that in France, a lot of money coming from Europe for the reconstruction after COVID goes to renovation of housing with quite big amounts given to one apartment, 30,000, 40,000. But in fact, the politics and the cities, they probably because of a lack of vision, they give the money but without any strong requirement. They could ask more in exchange of the money. But today they say there is okay. You can spend 40,000 just by doing bad insulation, plastic windows, while it could be much better for the same amount. So it's also a problem more in general with housing that today in our countries, the politics have completely given up any vision and any ambition on the housing quality. Sometimes because I say we never had this case of private residences, but we were asked 2 or 3 times by people. The project never happened, but we see that there was sometimes some associations of these people living in private residences that are interested by this situation. Actually, very often they say the municipality or the state ask us to make works and expensive works about energy consumption and insulation, etc. And we see that your proposal can be more interesting than the standard proposal of insulation, because if we give more value to our apartment, it will be something valuable for us, for renting or even for living for us. So I think it's something that we can consider and also
push the municipalities, because very often municipalities are interested to make they call smart cities or affordable housing cities. So at one moment we can have a kind of discussion to see how it is possible. Not by demolition, but by extension and addition. And it is clear that it is also an economic question. And I always say, in France, considering this system of demolition, it means that you have one building of perhaps 100 flats, and you demolish, so you lose one, and then you rebuild one. So at the end, you have one. But if you transform, it means that you have one, you add 50%, and at the end, you have 150%. So you spend less, you demolish less, nothing, and you add, at the end you have more. I think probably it's also because it requires also changing strategies. The urban strategies, too often, even now, they consider large kind of zoning, and you should do the same in all the zoning. While what we show here, and it's what we really trust in this strategy, that is really a strategy of case by case, block by block, building by building, and not having the same solution for all the neighborhood or for all the district. Somebody? Yeah. Okay. Hi. Is there any negotiation or negotiation with government when you need to add the square meters, in the projects when you need to add the square meters? The question is because, I don't know, it's rules of construction, and I'm thinking about, I'm from Monterrey, Mexico, where right now is a boom of a lot of new buildings that are inhabited. I'm sorry, my English. But yes, the question is that what is your negotiation or talk to the government when you need to, no break, but to see when you need to add square meters of construction? I think it's always it's why it's important again to say that it's building by building, because sometimes you still have a right to build because your plot is big enough, because you are set back from the street. Sometimes you cannot. So it's why it's important to see every building in itself. And up to now, it's the very few projects that we could do in this way, because it's very difficult to convince and to do it. In fact, we were never really blocked by city regulation in terms of construction. For example, the tower in Paris, we could make extensions on 3 sides, and the 4th side we couldn't do because we were too close to the limit of the property. So we didn't do on that side. So but I must say that probably the blocking is not there. It's much more in the attitudes and in visions and ambitions. What is really amazing, it is in this process of transformation, it is that you can create some extra capacities that are nearly invisible at the urban scale. When you add 2 meters or 3 meters on the edge of a building, you nearly don't see it on the urban plan. So sometimes you have to be careful because you are too close to a street or angle, and then you stop. But most of the time, it is an extension that is nearly invisible. But that at the scale of the dwelling is really, really, really important. And this is really important. The possibility of
building above when it is possible to take care of the regulations. But you see that this extra space, you can find it without creating new streets, new roads, new networks. So it's a very, and it's, there is another project that we don't show, but in Saint-Nazaire, where there was one of these tower with 40 flats. And first step was to repair, to enlarge the 40 existing flats on 10 levels. But then we see that it was possible to stick 2 other buildings close to this existing building and to create 40 new flats. So it means that nearly on the same territory, you can double the number of flats. So and without creating new streets, new routes, new networks, etc. So by reusing and reusing the existing, there is a lot of possibilities that are necessary economic, because you don't have to buy another land, another plot, or making new roads or new streets. One of the issues is what is the status of these spaces? Because they are not heated, it's not inside, it's not outside. So that's, for example, 10 years ago, these spaces, for example, when we applied for the permission to build, they were not submitted to taxes. But now, probably the cities have seen that there was a possibility of getting money. And now these spaces, they have changed the rules of how to calculate the surface, and a new calculation which is not habitable surface, but a kind of administrative surface. And now, in some cities, you have to pay taxes on these spaces. So probably as everything which is new, you meet some problems that you cannot envisage before, but step by step we see them, and very often if the client has the will to do it, very often the solution is found. Thank you. Thanks for the talk, and congratulations for having this capacity of inspiring the policymakers. My question is, what happened with that beautiful square that you defend in Bordeaux? Did they keep it like it was, or they change it? I think it's almost 30 years now. So I think that it's up and down. Sometimes it's well, sometimes they rebring some, I don't know, stones to prevent parking on it. Sometimes it's so, but it's also probably more the question of when you work in such a way, which is, in a way, it involves also not just making things, but also responsibility and intervention of people. It's important to reactivate also sometimes the spirit, the rules, ideas of it. Otherwise, the project is forgotten and it can move. But in fact, it's not because there is probably a small risk that it fails that we should not do it. It's funny because 3 days ago we received an email from a Spanish colleague, and he was sitting on this place on a bench, and he sends a photo and he says, "Hello, Han and Jean-Philippe, nice place." No, but it's clear that it's when you are designing a project, it's always this issue of risk that you have to evaluate. For example, very often, if you have not a good client, and if you propose winter gardens and balconies, you may find a client who say, no, but I'm not sure that it will work, because people will make storage, they will park bikes, it might happen. But for probably one person or two person that will do that, you cannot prevent 100 others to have nicer space.
So it's important for architecture to have always this, to fall down always in a generous way and not in a restriction. Far away. Hi, first of all, thanks for your amazing lecture. And my question is, where I come from, we already have a lot of extension. They are ugly, unsafe, and bad for health, but they achieve their purpose. They give the owner a storage room or a place to rent to another people. So in this situation, what would you think we can do to make people think that we should do over? Yeah, I think the important point it is that we need to be confident in architects. You, during your studies, during your work, you experiment and you work on precision, delicacy, generosity, sensibility. So it means that you arrive on a site, on a precise place, you can talk with the people, you can listen to the things, you can see what are the questions, what are the problems, what is good, what is needed, what is wrong, and this is research. And all of us as architects, we can do that. It's only important that the authorities, that the people, that they know that the architects are able to do that. Nearly like doctors for the city, doctors for dwellings, doctors for parks and places. But everywhere it's different. There is not something that perhaps we can learn or we can have some experiences from other side, but all the time we have to readapt to special locations, to special climates, to special people, to special way of life. But I am sure at 100% that there will be always an answer that will be extraordinary and that will make the life and the city extraordinary. So just be much more confident in the work and the energy of architect, and it is fine. I think probably what you describe, probably you cannot expect to find a solution for a so general issue. But probably it could be interesting to try to find 1, 2, 3 cases where you arrive to convince the owners to do differently and to make it. Because very often it's better to make something instead of trying to change in a too large way everything. So for example, in the project we show, we work on that since 25 years. And at the end, we have realized 2 or 3 projects, which is very, very little. But this project, because they have done, they are important. Because they give something. So one solution could be that, to look for one place or 2 places where you could do this work of transforming, changing again the quality and coming back to a different situation. And then it could make an example that we can expect that it could change something. But I think it's a continuous research, it's a continuous curiosity. Coming back to the film that we see at the beginning, I have in mind a project we are working on now in Arabia, in the north of Arabia. It's extremely dry and warm and hot climate. And we are making a kind of residency in an oasis.
in a garden that we would like to be an extraordinary garden with palm trees, with orange trees, etc. And when we have to work on the climatic conditions, we know that the weather station is in the airport, which is 50 kilometers from that city, and we have a special climate. But we say, if we want to make an extraordinary garden, and if we want to have some residencies in this garden, it cannot be the same climate. What will be the climate of this garden then? And we started to research, because it was fresh when we go in other existing gardens. Why is it fresh when outside it is 40 degrees, and when we were under the palm trees and under the orange trees, it is fine. We feel very well. So we make some measures, precise measure of temperature of air. Temperature of air, 40 degrees. Can we know the temperature of the leaves of the orange trees, of the palm trees? It's incredible. The temperature of the leaves is 10 degrees less. So when you have thousands and thousands and thousands of leaves, it should change the climate. And it is no more the standard climate of the airport, it is the standard the climate of a special place. So precision is absolutely essential. Thank you. Well, thank you for your inspiring lessons you have been giving here to us. I think it's really enhancing to work on what is possible in our hands. We have a lot of students and young professionals here, and professionals who are working for many years, and I think that your suggestions are very valuable for all of us. So, big thank you for coming. Thank you. Thanks to you.